La Société pour la recherche psychique a écrit un livre vers la fin du 19e siècle. C'est un livre qui est un recueil de plusieurs faits de communication télépathique. Alors, quand on parle de communication télépathique, on fait référence, par exemple, à quelqu'un qui voit un événement qui a lieu à distance. Donc, c'est une vision sans le recours aux yeux, au sens de la vue. C'est quelqu'un qui entend une autre personne, mais cette personne entendue se trouve à des milliers de kilomètres. Donc, c'est une audition sans le secours des oreilles. C'est par exemple quelqu'un qui a des sensations qui interviennent au moment où un autre événement qui les concerne a lieu à une grande distance de l'endroit où il se trouve. Bref, c'est une communication d'âme à âme, d'esprit à esprit, une communication sans le secours des sens. Donc ce livre qui a été écrit vers la fin du 19e siècle, en 1891, a été traduit en français avec le titre de Les hallucinations télépathiques. Bon, alors, le titre de la traduction française est assez, je trouve, trompeur, parce que ce ne sont pas des hallucinations, ce sont des visions, des auditions ou des sensations réelles qui correspondent à des événements qui ont lieu au moment où ces visions, ces auditions ou ces sensations se produisent. Donc il ne s'agit pas d'hallucination au sens de projection d'objets venant de l'intérieur de l'individu. Et le titre anglais de ce livre, c'est Phantasm of Living. C'est The Phantasms of the Living. C'est comme si on disait les fantômes du vivant. Parce que généralement, la plupart des cas sont des cas où les gens voient des personnes au moment de leur décès. Surtout lorsque les personnes sont à l'agonie. Alors, ce sont des exemples qui sont très nombreux. Hein. Il y a énormément d'exemples. Et l'avantage, c'est que les exemples ne sont pas seulement collectés, mais ils sont aussi analysés et critiqués. Il y a eu une recherche de confirmation qui a été faite pour s'assurer que, bon, au moins les témoignages convoyés par les témoins, par les personnes, sont quand même vérifiés. Voilà. Il y a un petit effort de vérification qui a été fait pour chaque cas. Alors, j'aime bien ce livre parce que personnellement, j'ai 3 ou 4 cas que j'ai vécu ou que je connais où ce genre de communication télépathique ont eu lieu. Donc, quand je vois ces exemples, ça me parle. Je sais que ce sont des choses qui sont tout à fait possibles et que ce ne sont pas des élucubrations, ce ne sont pas des fruits de l'imagination des témoins. Alors, il y a un exemple que je vais donner, je pourrais en donner plusieurs par la suite. C'est l'exemple, alors celui-là, ce n'est pas un exemple assez triste et malheureux parce que la plupart des exemples sont assez émouvants. Hein. C'est des exemples où les gens sont sur le point de mourir et ils sont à l'agonie et du coup, ils rentrent en communication avec l'un de leurs proches et du coup, le proche les voit ou les entend ou les sent, enfin bref. C'est des exemples, le plus souvent, c'est des exemples comme ça. Alors, ça se comprend parce que c'est des moments où il y a une forte émotion et du coup, la communication est beaucoup plus intense et facilement reçue. Mais l'exemple que je vais citer, c'est l'exemple d'une personne. Alors, les gens ne donnent pas toujours leur nom parce qu'ils ont envie de protéger leur vie privée et ils n'ont pas envie de passer pour des gens superstitieux. Du coup, la personne n'a pas donné son nom. On va l'appeler Smith. Et la personne a juste donné ses initiales. Et c'est une personne qui vivait dans une ville qui commence par la lettre B. C'est une ville d'Angleterre qui commence par la lettre B. Il ne donne pas le nom complet de la ville. Hein. Donc on va dire que la personne vit à Bristol, par exemple. C'est une personne qui vit à Bristol et donc qui est installée dans cette ville depuis quelques années.
qui travaille pour le compte d'une agence située à Londres et qui s'est installé dans la banlieue, dans la banlieue de cette ville, Bristol, et qui s'est installé dans un établissement tenu par deux sœurs. Donc la grande sœur qui est veuve et qui a deux enfants, et la petite sœur qui est célibataire. Donc il tombe amoureux de la petite sœur et il lui fait sa déclaration et la petite sœur accepte et du coup ils deviennent fiancés. Et quelques temps plus tard, il a une opportunité professionnelle qui s'ouvre à Londres. Donc il part pour Londres sans informer personne. Il part pour Londres pour en savoir plus sur cette opportunité. Et ça fait 5 semaines qu'il est à Londres. Quand il ne se sent pas bien, un dimanche, il ne se sentait pas très bien. Donc il décide d'aller au lit plus tôt que prévu. Donc il part au lit et alors qu'il attend le sommeil, il voit à l'autre extrémité de la pièce, donc il est à Londres, hein, il voit à l'autre extrémité de la pièce, il voit qu'il y a des images qui se forment. Il voit un visage qui apparaît, qui se dessine, qui se développe et il se rend compte que le visage, c'est le visage de sa fiancée. Et à côté de ce visage, un autre visage se dessine et se développe et il voit que c'est le visage de celui qu'il considérait comme son ami à Bristol. Donc il voit que sa copine, enfin sa fiancée et son ami, celui qu'il appelait son ami à Bristol, sont côte à côte et l'ami tient la main de sa fiancée. Donc je vous rappelle que lui, il est à ce moment-là couché sur son lit à Londres et il est en train de voir une scène qui se passe à Bristol. Donc il voit tous les détails de la scène et il se rend compte que la scène se passe dans sa chambre de Bristol. Donc il est à Londres et il est en train d'assister en direct. C'était pas l'époque des téléphones, hein, on est en 1800, hein, 1880. Donc il assiste depuis Londres à une scène qui se passe à Bristol entre sa fiancée et son meilleur ami et il voit tous les détails de la chambre qui est en fait la chambre qu'il louait à Bristol. Il voit les vêtements de la fille, il voit le visage de la fille, il voit que la fille est habillée dans une robe de soie bleue et il voit que son prétendu ami tient la main de sa fiancée et il comprend ce qui se passe, il comprend en fait que son ami est en train de le supplanter. Hein, est en train de lui prendre sa fiancée en quelque sorte. Et il voit le visage troublé de sa fiancée. Alors, et ensuite la scène se dissout, la scène disparaît. Et la chose la plus intéressante, c'est que par la suite, donc ça a eu lieu, cet événement a eu lieu le dimanche, un dimanche. Pendant que l'événement avait lieu, il se sentait dans un état assez bizarre, c'est-à-dire qu'il se sentait comme sous un charme. Il était dans un état cataleptique, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à bouger. Et le dimanche passe. Le mardi suivant, il reçoit une lettre, une correspondance du frère de cette fille qui l'informe que la mère de la fille a décidé de rompre les engagements que sa fille avait pris vis-à-vis du monsieur, c'est-à-dire de rompre les fiançailles, d'annuler tout. Et ensuite, il reçoit une autre lettre de sa fiancée elle-même qui lui dit que sa mère lui a demandé de ne plus discuter, de ne plus correspondre avec lui. Et donc, en ayant reçu ces deux courriers, il avait compris que la scène qu'il avait vue le dimanche dernier, lorsqu'il s'était étalé sur son lit, était en fait le moment exact où il y avait eu ce complot contre les fiançailles qu'il avait effectuées avec cette jeune fille. Et il savait depuis longtemps qu'il avait un rival, mais il ne savait pas qui c'était. Et là, il l'a vu en direct. Il savait aussi que la mère n'était pas tout à fait d'accord avec cette relation. Et donc, la réception de ces deux correspondances, de ces deux lettres, lui a permis de confirmer que sa vision était vraiment la vision de ce qui se passait au moment où il voyait. Et
il explique aussi que, en fait, son explication de cette situation, c'est que la fiancée, donc sa fiancée qui est maintenant son ex-fiancée, et son ami devaient être très conscients de l'injustice que les deux étaient en train de commettre. Et donc c'est cette conscience de cette injustice et l'émotion qui s'en dégageait qui a dû le mettre dans cet état, disons, de charme et de paralysie cataleptique, et qui a fait qu'il a pu voir la scène. C'est cette émotion qu'ils ont émise pendant ce complot, quelque part, qui lui a permis de voir à distance ce qui se passait à Bristol pendant que lui, il était à Londres. Il avait le sentiment à la fois d'être dans la chambre où se passait la demande en fiançailles de son prétendu ami qu'il a donc trahi, et en même temps qu'il se sentait à Bristol, il savait qu'il était couché dans son lit à Londres. Ça, c'est un cas de clairvoyance télépathique.